Alors, donc, merci à tous déjà d'être venus. On va sur la réforme de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En partant, ça va faire 1 an que cette réforme a été décidée. Donc, 1 an plus tard, la théorie mise en pratique, c'est le projet de ce webinaire. Donc, alors, nous avons pour intervenants aujourd'hui, en commençant par les dames, Isabelle Darol, donc la déléguée régionale adjointe de la GFIP. Nous avons pour Siemens Catherine Petrovic, directrice diversité de l'inclusion chez Siemens, qui sera accompagnée également par Jean-Rémy Touze, qui est l'ancien DRH de Siemens, qui va nous faire une présentation de ce qu'il a développé aussi dans le cadre du développement du centre Être Handicap de Siemens. Pour l'URSSAF, nous avons Karine Méniel, qui est à la direction du recouvrement, et Alex Le Tinovez, qui sera le référent technique qui va l'accompagner pour les questions peut-être plus pointues qui pourront se poser. Nous avons également Pierre Denisio, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en charge du logement et du handicap, et ainsi que Hervé Alardeès, président du Conseil national du handicap, président et fondateur de Delta Process, et ancien président du MEDEF de l'Est parisien, qui a très longtemps été en charge de cette table ronde sur la question du handicap et qui aujourd'hui va nous faire l'introduction concernant justement un petit peu ce qui avait pu être mis en place l'année dernière lorsqu'il avait réuni plusieurs experts autour de cette question. Donc à vous Hervé, si vous voulez bien. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, en introduction rapide, je vais présenter le Conseil national handicap, qui est une association qui a été créée à l'initiative de Jacques Chirac en 2003. Pour rappel, toutes les lois sur le handicap, notamment sur l'emploi, l'ont été à l'initiative de Jacques Chirac, sauf la dernière, qui, à notre analyse d'ailleurs, ils auraient été inspirés de s'abstenir. On déroulera un peu nos commentaires après dans le déroulé. Le Conseil national handicap intervient sur tous les aspects du handicap, pas seulement l'emploi. L'emploi étant le premier facteur d'inclusion, il est normal bien évidemment qu'on y porte une attention particulière. Le Conseil national handicap ne représente personne par nature, ni entreprise, ni industriel, ni employeur, ni association. Ses adhérents, ils le sont au titre de leur expertise personnelle et leur volonté de participer à des réflexions pour faire émerger des solutions et propositions. Comme par exemple dernièrement une proposition pour que le taux de TVA, par exemple à 5,5%, soit appliqué systématiquement à toute compensation du handicap, prestations, services, équipements ou matériel, sans savoir réellement pourquoi certaines compensations bénéficient du taux réduit, d'autres pas. Et nous, notre volonté, bien évidemment, c'est de considérer que toute personne handicapée doit pouvoir avoir accès, que ce soit son employeur ou elle-même, accès à ce taux réduit à 5,5. Cet accès au taux devant se faire aussi simplement que d'autres dispositifs que vous connaissez, notamment quand vous faites des travaux chez vous, vous avez le droit à des taux réduits sur simple déclaration. Donc, c'est la proposition de loi que l'on va porter pour que ce vide et cette discrimination, on peut l'appeler comme ça, ne perdure pas. C'est pour ces expertises que le CNH est membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH, et notamment au sein des commissions emploi, bien entendu, mais aussi accessibilité, Europe et citoyenneté. Donc le CNH ne défend donc pas les entreprises, a priori, même s'il a le sentiment de le faire souvent à leur place. Les équipes opérationnelles des entreprises, je parle bien sûr des missions handicap, sont efficaces et ce qu'elles entreprennent, va aussi dans le bon sens. Donc il est bien évidemment pour nous question de tenir compte justement de ces initiatives qu'elles ont portées, et d'ailleurs depuis plus d'une trentaine d'années pour certaines. 1 an après, pour le Conseil national handicap, notre diagnostic reste le même. Pour nous, cette réforme est totalement inadaptée, si ce n'est la DSN. Quand même, on va saluer les avancées, la DSN, malgré tout, comme véhicule, même si c'est incomplet au niveau des données, on pourra en reparler. Et l'URSSAF, pour la collecte, on devra par contre être particulièrement attentif sur le fléchage des fonds,
puisque par le passé, certains gouvernements ont fait des ponctions libératoires arbitraires et unilatérales, que ce soit sur les fonds de l'AGFIP ou le fonds du FIPHFP. Il faudra qu'on soit d'autant plus vigilant parce que ça risque d'être plus sournois et en fait d'être informé qu'après coup. Alors que quand c'était du temps des collègues par la GFIP, bien évidemment, on était informé avant et on pouvait réagir, même si ça ne servait pas à grand-chose. Nous, un an après, ce qui nous désole surtout, c'est qu'on va perdre beaucoup plus de temps qu'on avait imaginé pour se rendre compte de l'inefficacité de cette réforme. On avait espoir qu'à la fin du quinquennat, le président Macron puisse commencer à toucher du doigt justement cet insuccès concernant cette réforme et donc permettre éventuellement un réexamen pour reprendre un certain nombre de points qui n'ont pas du tout dans le bon sens. Mais la situation sanitaire que l'on vit en ce moment sera la bonne excuse pour considérer qu'effectivement, les résultats sont à mettre au passif de la crise sanitaire. Donc ça, c'est pour nous un peu gênant. C'est même très gênant, considérant que les premières personnes, bien sûr, qui vont être impactées sont les personnes handicapées. Et là, ça pose une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'on va perdre plusieurs années avant, possiblement, sauf une alternance possible, voire une prise en compte et une capacité à se rendre compte que ce n'était pas la bonne voie par le gouvernement actuel, ce que je doute. Et donc, ça va nous faire perdre beaucoup de temps et ça fera perdre beaucoup de temps aux personnes handicapées. À notre sens, dans le secteur privé, seuls 2 groupes aujourd'hui sont, après un an, en situation de pouvoir donner un avis, les entreprises sous accord agréé, d'une part, et les moins de 20, les 20 et moins. Je vais y revenir pour cette deuxième catégorie dans un deuxième temps. Les premières, on l'entend depuis un an, parlent de démantèlement, de déconstruction, d'incohérence, de mise à terre d'un modèle qui, même s'il était imparfait, faisait ses preuves, et surtout de perte de savoir avec des collaborateurs qui, n'ayant plus du tout de vision, ne pouvant plus se projeter dans le temps, demandent déjà dans certains grands groupes leur mobilité. Donc on va avoir une réelle perte de savoir du fait effectivement de cette réforme qui limite à 2 le nombre d'accords agréés d'entreprise. Par contre, concernant du coup ce groupe-là, on a été assez étonnés, je ne sais pas si ça a été partagé par beaucoup, d'une déclaration de Mme Cluzel début octobre dans une interview à Stratégie qui dit de façon très étonnante la chose suivante: les grandes entreprises qui ont des missions handicap sont souvent proches de 6%. Elles en ont fait un outil de dialogue social, porté également par les syndicats. C'est le côté vertueux des accords. Du coup, j'imagine bien sûr déjà que beaucoup d'entre vous sont ravis d'entendre ça. Efficace, responsable, proche des 6%, vertueux, dialogue social. Bref, tous les ingrédients sont au rendez-vous. Et on s'interroge quand même sur le fait que justement ces accords d'agréé d'entreprise sont aujourd'hui limités à 2. Donc nous avons une question pour Madame la secrétaire d'État. Si c'est efficace, pourquoi avez-vous limité donc à 2 le nombre d'accords, sachant que l'histoire nous démontre sans équivoque possible que ces résultats se construisent dans la durée et qu'ensuite il faut maintenir ce résultat. Donc il y a une forme d'incohérence entre les dispositions prises dans cette réforme, les propos de la secrétaire d'État et effectivement le constat que tout le monde a fait depuis longtemps que c'était une incohérence de voir les accords d'entreprise en fait disparaître au bout de 2. Alors pour le second groupe, ça va être plus simple. Quand on les interroge, je parle des PME, donc de 20 et moins, ils vous posent la question de savoir mais de quoi vous parlez. L'immense majorité, bien évidemment, ne comprend pas du tout quand on leur parle de leur obligation de faire une déclaration via la DSN. Eh bien, ils vous disent mais de quoi vous parlez, enfin, je ne comprends pas. D'autant qu'ils vont avoir quand même quelques difficultés, puisque, sauf bien évidemment à pouvoir identifier physiquement et matériellement un handicap, je ne vois pas comment effectivement ils peuvent recenser des personnes handicapées dans leurs effectifs.
compte tenu du fait aussi que les personnes handicapées, pour lesquelles effectivement ce n'est pas visible, voire même visible, n'ont peut-être même pas demandé une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc du coup, pas éligible à la déclaration. Enfin, tout ça est assez plein d'incohérences. On part d'un bon principe, effectivement, de pouvoir identifier et authentifier et avoir un périmètre le mieux défini possible, mais je ne vois pas comment du tout cette disposition sera mise en pratique. Pour le Conseil national handicap, en résumé, on a identifié un seul bénéfice, c'est l'obtention plus rapide de données. Je vous rappelle simplement en matière d'éléments aujourd'hui dont on dispose, le dernier rapport annuel de la DARES qui nous alimente en chiffres est de septembre dernier et concerne 2018. Avec la DSN, on devrait avoir au début du deuxième semestre 2021 les données de 2020. Alors, je pense qu'évidemment, il va y avoir un travail de reconsolidation, de vérification, etc. Mais on peut estimer que début de deuxième semestre 2021, on aura effectivement quelques données. Donc, ça sera nécessairement plus rapide que par le passé. Et je ne vois pas comment, effectivement, avec des données aussi anciennes, on peut réellement réagir et corriger le tir. Il y a un deuxième signe positif dont on devra se servir, c'est, je ne sais pas si les uns et les autres l'ont vu ou l'ont eu, d'ailleurs, Lilian, il serait peut-être judicieux de le mettre à disposition, c'est le rapport 2019-2020 de l'IGAS. Alors, il y a quelques centaines de pages, donc bien évidemment, il faudra faire peut-être des recherches pour trouver les bons passages, et qui à deux reprises reprend la proposition du Conseil national handicap quant à une cotisation basée sur les rémunérations, voire un forfait pour les travailleurs indépendants. Le Conseil national avait proposé effectivement que, compte tenu qu'il est indispensable de dissocier l'obligation d'emploi et la contribution, ce sont deux choses qui sont pour nous fondamentalement différentes. L'obligation d'emploi dont l'assiette peut effectivement bénéficier d'ajustements, et on le voit dans certaines professions, ça peut tout à fait s'entendre, mais nous considérons que comme la maladie, le handicap relève effectivement de même disposition. Chacun peut être touché à un moment donné par le handicap, alors qu'aujourd'hui, une grande partie de la population ne contribue pas. D'ailleurs, c'est le seul phénomène que l'on a en France où on est assuré pour un risque, mais pour lequel, en fait, on ne contribue pas, ce qui fait effectivement une incohérence. Pour finir, je pense que de cette introduction, il faut saluer quand même le travail des entreprises qui, malgré le contexte, sont malgré tout engagés et performants. De façon répétée, et nous disons au Conseil national handicap que les informations dont on peut disposer sur les taux d'emploi ne sont pas des taux d'emploi réels. Le gouvernement utilise souvent l'équivalent temps plein. Le taux d'équivalent temps plein pour le secteur privé n'est pas le taux légal. Le taux légal, c'est le taux qui effectivement comprend également l'ensemble des unités bénéficiaires. Donc le taux légal aujourd'hui pour le secteur privé est de 4,4%, plus ou moins, 4,3 ou 4,4, et non de 3,6% en ETP. Sachant qu'en plus, le gouvernement passe son temps régulièrement à le comparer au taux du secteur public. Et là, nous rappelons, nous aussi, le Conseil national handicap, que le taux du secteur public est annoncé à 5,5%, n'est absolument pas comparable au taux du secteur privé, parce que pour obtenir un élément de comparaison, il faut diviser par 3 le taux du secteur public pour avoir une comparaison avec le taux du secteur privé. En clair, aujourd'hui, ça donnerait 4,4% pour moins de 2%. Parce que le secteur public ne comptabilise pas du tout les mêmes choses que le secteur privé. Donc, il faut saluer effectivement le secteur privé de son investissement, de son travail, qui doit poursuivre. Je suis plus inquiet sur la façon dont les choses, bien évidemment, seront entreprises par les entreprises dans l'avenir, au regard de la perte éventuellement des accords agréés, et donc, du coup, possiblement des missions handicap qui font vraiment un travail de fond remarquable. D'ailleurs, salué par la ministre, suivant la déclaration qu'elle a faite. Donc voilà, on est au Conseil national handicap, 1, vigilant, et 2, inquiet sur effectivement l'avenir dont les premières victimes seront les personnes handicapées. Merci beaucoup pour cette introduction qui a les mérites de mettre les pieds dans le plat, pour le coup. Mais au moins, les choses sont dites. Alors, et l'objectif de ce webinaire, c'est également quand même de rendre les choses accessibles. C'est-à-dire que c'est un webinaire qui se veut sur un ton relativement Philadelphia.
comme disait Denzel Washington dans son film, expliquez-moi ça comme si j'avais 6 ans. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les entreprises qui ne se sont pas forcément saisies de cette question puissent comprendre la thématique de ce webinaire. Et du coup, il est enregistré, il sera revisionnable parce que à la lumière de tout ce que vous avez dit, il y aura peut-être des choses sur lesquelles ils vont revenir à la fin de ce webinaire et j'espère qu'ils seront en mesure de tout saisir à ce moment-là. Et donc, ils pourront le revisionner. Et c'est pareil, on garde le temps des questions. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui levaient la main, mais on a gardé un temps pour les questions à la fin, où on reviendra un peu sur tout. Donc, l'idée, c'est quand même, histoire de rentrer aussi dans la thématique quand même, c'était tout simplement de reprendre un petit peu les éléments de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui étaient en cours en 2019, mais qui sont encore, et dont on va voir certaines modifications, parce que c'est important de savoir un petit peu d'où l'on vient pour savoir un peu où l'on va. Donc, il faut savoir, donc je vais être assez bref, hein, que les entreprises de plus de 20 salariés et plus ont une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, donc les fameuses OETH, qui correspond à 6% de leur effectif. Donc, les employés ainsi bénéficiés donc, sont décomptés en ce qu'on appelle des unités bénéficiaires. Comme ça permet à chacun d'avoir un petit peu le lexique qu'ils vont retrouver tout au cours de ce webinaire et qui est indispensable pour comprendre là où on va. Et le temps de présence était estimé en équivalent temps plein. Donc, pour répondre à cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés, donc, les entreprises ont différentes moyens pour le faire. Donc, soit le plus simple, c'est d'employer directement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, synthétiquement, on appelle finalement des BOETH, tout en sachant qu'on parle de travailleurs handicapés, mais que dans le cadre de ces bénéficiaires, on a aussi des personnes, des veuves de guerre, des enfants de militaires de moins de 21 ans. Donc, en fait, vous avez beaucoup plus de personnes que juste ceux qui ont une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, il y a aussi la possibilité, donc, comme le disait M. Allard il y a un instant, de passer par la sous-traitance auprès du secteur du travail protégé ou adapté, donc les fameux STPA. Donc, là-dedans, vous avez également les entreprises adaptées qu'on appelle communément les EA, et les ESAT, les établissements de services d'aide par le travail. Donc, vous avez aussi les travailleurs indépendants handicapés qu'on appelle les TIH. Donc, voilà. Donc, la possibilité est également celle d'accueillir des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en stage pendant une certaine durée, ou donc de conclure des accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement sans limite de renouvellement à l'époque, en 2019, et on va revenir sur ce point. Et la dernière façon de faire, c'est de verser une contribution financière donc à la GFIP. Donc, en fonction de son effectif d'entreprise, on verse 400 fois le SMIC, enfin 400 fois le SMIC horaire par unité bénéficiaire qu'il manque à l'entreprise. Donc, pour faire simple, une entreprise qui a 100 salariés devrait avoir 6 personnes avec bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et si vous en manque, on va dire 5, eh ben, ça vous fait 5 fois 400 multiplié par le taux horaire du SMIC en cours, 10,03 en 2019. Donc, on va dire, ça vous fait 5 fois 4, 20, fois 5 fois 4, donc ça fait 20, 2000, fois 10, 20 000, pour un exemple. Donc, voilà, c'était juste histoire de poser le cadre un petit peu. Alors, on ne serait pas juste si on ne parlait pas aussi des entreprises qui ont des emplois exigeant des compétences et des aptitudes particulières, donc qu'on appelle les ECAP, où c'est beaucoup plus particulier et assez pointu. Donc ça, on y reviendra sûrement un petit peu plus tard pour comprendre. Mais en tout cas, ça, c'est la base qui permet d'avancer. Donc, le principe du webinaire, ce sera vraiment de se poser la question de cette réforme qui est quand même prévue sous 3 grandes bannières, on va dire: employer, simplifier, valoriser. C'est ce qui a été mis en avant quand même dans le cadre de cette réforme. Et on va l'aborder justement sous 3 points par ceux qui doivent la porter, ceux qui la font
la font vivre et ceux qui doivent la vivre, donc les entreprises. Donc, à chacun des points qu'on va développer, on va se poser la question de pourquoi cette évolution, comment la mettons en place et quel impact pour les entreprises. Donc voilà. Donc on va partir sur 7 points capitaux, parce que ça paraît d'être bien de le faire en 7 points. Et sur chacun de ces points, on va essayer de définir chacune de ces questions. Donc, on va commencer par le numéro 1, donc le taux d'obligation d'emploi qui fait l'objet d'une clause de revoyure tous les 5 ans. Donc, il faut savoir que à partir du 1er janvier 2020, on aura une révision tous les 5 ans du taux d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui pourra être revu uniquement à la hausse. C'est-à-dire que les 6% qu'on connaît aujourd'hui pourront être revus uniquement à la hausse. Et pour le pourquoi de cette évolution, je vais laisser la parole à Pierre Denisio. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bien, Pierre Denisio, donc vice-président du conseil régional Les Républicains. Voilà, je précise parce que ça va me donner une position particulière pour présenter l'esprit de la loi et de chaque point, puisque je ne suis pas de la majorité présidentielle. Mais vous m'avez assigné une mission très précise qui est d'essayer d'expliquer politiquement l'esprit de la loi. Et voilà, et j'essaierai de vous présenter cela de la façon dont nous, politiques, nous avons perçu les choses d'un niveau sociétal, même si je pourrais ne pas forcément, en tout cas, cacher quelques interrogations de ma part sur certains aspects. Alors, on y va vite puisqu'on a un timing très précis. La revoyure tous les 5 ans, c'est très simple, c'est depuis en fait la loi de 1987, il y a cette mise en obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui a été portée par Philippe Séguin, qui était alors en charge de l'emploi et des affaires sociales. Les deux étaient liés à l'époque. C'est intéressant d'un point de vue politique que les deux soient placés dans le même portefeuille. Je rajoute que c'est finalement la première proposition de mesures de discrimination positive en France. Il faut le noter aussi, et depuis, on a eu finalement très peu, si ce n'est les mesures de parité femmes-hommes, mais ça reste quelque chose d'assez singulier finalement dans l'espace politique français. Donc 1987, des modifications apportées en 2005 et des modifications apportées sur la réforme 2018-2019. Et on voit qu'entre ces points d'étape de l'obligation d'emploi par les entreprises, il y a finalement eu peu de changements. Donc là, le gouvernement souhaite finalement changer le cadencement de cette loi et de ses obligations avec dans l'esprit de pouvoir adapter les obligations à la prévalence du handicap, puisque de plus en plus de personnes, du fait d'une nouvelle acceptabilité sociale, quand même on doit le dire, font reconnaître leur handicap. Et donc, il y a cette volonté de pouvoir ajuster de manière plus régulière les obligations par rapport à la prévalence des handicaps dans la population et des RQTH qui sont délivrés. Voilà, ça pose juste un petit problème ça peut poser un problème pour les entreprises, vous savez, c'est le phénomène du mirage. Plus on s'approche, plus ça s'éloigne. Donc, il faut faire attention à cet effet potentiellement pervers. Merci. Alors, on poursuit dans la lignée pour le coup. Donc, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'elle sera mise en place un peu cette nouvelle application tous les 5 ans? C'est un petit peu comme je prends la parole, Lilian, mais c'est un petit peu comme les 6%. Hein. Je crois que de mémoire, les 6%, il y avait comment dirais-je, les organisations syndicales de salariés qui disaient 10%, le patronat qui disait 2%, ils ont pris 10 et 2, 12, ils faisaient part de 6, et c'est comme ça qu'est arrivé le tout de 6%. Hein. C'est l'histoire qui se raconte, je pense qu'elle est assez crédible. Personne n'avait les éléments nécessaires, donc comment ça va se passer? Ça va se faire un peu, j'imagine, pas en fonction des données, puisqu'on n'a pas des données. Il faudrait qu'on puisse avoir effectivement un inventaire précis, ce que ne nous permet pas aujourd'hui les dispositions législatives. Puisque, a priori, pour moi, il y aurait un débat tous les 5 ans sur l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu au Parlement, normalement. Et
on devrait consulter donc, les acteurs de l'emploi, notamment le CNCPH. Donc, normalement, vous allez être consulté, Hervé, pour ces questions. Donc, et ensuite, voir sur quel taux ça sera révisé. Donc, les impacts pour l'entreprise, finalement, Pierre Denisio, je pense que vous en avez bien parlé, mais on a des chefs d'entreprise, on a des grandes entreprises qui sont là aussi. Vous, l'impact pour vous, vous le percevez comment? Oui. Alors, chez Siemens, nous sommes à 5%, nous ne sommes pas encore à 6%. L'objectif 2021 de la fin de notre accord en cours, c'est bien les 6%, mais c'est compliqué, surtout avec la nouvelle loi qui nous donne des conditions différentes de calcul de notre contribution. Donc, je ne sais pas comment on va se situer. Je pense qu'on va arriver quand même, on a pas mal de stagiaires chez nous en situation de handicap, donc on va arriver à maintenir à peu près les 5%. Mais voilà, une clause de revoyure tous les 5 ans, ça va nous obliger à être encore toujours plus performants, parce que je ne pense pas que ça va être une clause qui ira vers le moins bien. Donc, il va falloir effectivement qu'on continue nos efforts. Et c'est vrai que dans le cadre d'accord, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on est contraint par des objectifs, par des résultats. Et donc, voilà, c'est l'accord en cela, moi, m'a beaucoup aidé au sein de la mission handicap pour avancer. Puisqu'on est parti en 2006, on avait 0,96% et là, on est à un peu plus de 5%. Ok, parfait. Bon, écoutez, très bien. Après, c'était un point qui était relativement simple. C'est un état de fait et on verra bien comment ce sera mis en place. Lilian, j'aurais peut-être une observation à faire. Cette disposition, pour moi, est absurde. Elle est absurde pourquoi? Parce que l'objet des entreprises, c'est de prévenir éventuellement un certain nombre de choses, notamment la pénibilité et le fait qu'on se retrouve avec des gens en situation d'être déclarés comme personnes handicapées. Donc, plus à fond de la prévention, plus éventuellement vont s'éloigner du taux. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et ce n'est pas nécessairement un réajustement du taux tous les 5 ans. Enfin, je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Ça veut dire, c'est la méconnaissance en fait. On a mis ça, mais ça prouve une méconnaissance en fait de la façon dont les choses devraient être adressées. D'accord. A priori, vous allez être consulté pour ça, donc ce sera le moment. Peut-être trouver une nouvelle approche pour pouvoir effectivement aider au mieux les collaborateurs en situation de handicap, sans forcément parler de taux. D'accord. On avance du coup. Toutes les entreprises, donc la procédure de déclaration étendue et simplifiée. Donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est pour ça que le tout est en lettres capitales, déclarent leur statut de bénéficiaire d'obligation de travailleurs handicapés employés par le biais de la DSN mensuelle. Et celles de plus de 20 doivent en plus opérer une déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés une fois par an pour leur déclaration de février de l'année N+1. Et elle est en général à remettre entre le 5 et le 15 mars de l'année N+1. Donc toujours par le biais de la DSN. Donc alors, petit point de vigilance pour cette année qui, on ne sait pas pourquoi, a l'air d'être assez particulière. Donc ça se fera au mois de mai 2021. Donc sur ce plan, donc on va quand même questionner le pourquoi de cette évolution. Toujours Monsieur Pierre Denisio, puisque c'est la tâche qui vous incombe aujourd'hui. Oui, alors le pourquoi de cette évolution sur ce deuxième point, c'est la simplification effectivement des tâches qui sont demandées aux entreprises, puisqu'on demande de plus en plus, l'État a de plus en plus d'exigences vis-à-vis des entreprises dans différents domaines, en matière de responsabilité environnementale, en matière de parité femmes-hommes, en matière de… et je pense qu'on est sur un train qui va continuer, sur une tendance d'exigence envers les entreprises qui vont continuer, malheureusement ou pas. Ça, c'est un autre débat, c'est un autre webinaire à monter. Est-ce que c'est le moment d'aller demander aux entreprises autant de choses en cette période? Mais en tout cas, il y a cette volonté de vouloir simplifier le travail de la déclaration en passant par une nouvelle procédure, par le DSN. Ça, donc, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus précise, plus de réactivité dans la remontée de données. Et donc, pour les politiques, pour ceux qui sont en charge
de ces sujets au niveau soit des différentes collectivités, soit des ministères, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de données qui donnent vraiment une meilleure idée de la répartition des travailleurs handicapés dans l'ensemble des entreprises à un instant T. Donc, c'est plutôt une bonne avancée, je trouve, de la loi. Après, il faut faire attention avec les simplifications. Il faut aussi de la stabilité dans la façon dont les entreprises vont travailler avec leurs interlocuteurs, avec l'URSSAF, avec la GFIP, parce que les entreprises n'ont pas forcément les moyens, les ressources, la mission handicap qui va bien pour suivre des modifications qui auraient lieu tous les 6 mois au gré des modes parlementaires. C'est l'instant j'ai presque envie de dire, c'est le moment URSSAF. Karine Lémiel. Oui, bonjour. Donc, effectivement, à partir donc, de 2020, donc, ça a commencé depuis janvier 2020, donc presque un an. Des nouvelles modalités de déclaration sont assorties avec le transfert donc, du recouvrement de cette contribution. Et donc, il est demandé à chaque entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, de déclarer chaque mois avec la DSN mensuelle l'effectif habituel. Enfin, tous les employeurs le font, mais également maintenant la déclaration des travailleurs handicapés qui doit être effectuée sur chaque DSN mensuelle depuis le mois de janvier 2020. Alors, si les entreprises ne se sont pas mis encore à la norme 2020 pour effectuer ces déclarations de travailleurs handicapés, pas d'inquiétude, hein, vous pouvez très bien effectuer cette déclaration a posteriori, donc sur la DSN du mois suivant. Mais bon, bien sûr, il y a un impératif que le logiciel de paye soit à la norme 2020 pour que vous puissiez effectuer cette déclaration. Et donc, la déclaration annuelle, donc on en parlait, Lydia en parlait tout à l'heure, doit être effectuée en 2021, donc exceptionnellement sur la période d'emploi de mai 2021, qui est exigible le 5 ou le 15 juin 2021, donc pour toute l'année 2020. Donc, cette déclaration mensuelle qui est effectuée depuis le mois de janvier 2020 jusqu'en décembre 2020 donc, permettra à l'URSSAF de calculer dans le courant du premier trimestre 2021, donc avant le 31 mars, chaque entreprise saura si elle est éligible, entre guillemets, à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, c'est-à-dire si elle a un effectif au-delà de 20 salariés. Et donc, l'URSSAF calculera l'effectif nécessaire en nombre de travailleurs handicapés que l'entreprise devrait déclarer. Et c'est ensuite la différence qui sera faite avec la déclaration annuelle que l'entreprise effectuera sur la période de mai 2021 pour l'année 2020, en comparaison du calcul qui a été effectué par l'URSSAF, qui reprend bien sûr les déclarations que l'entreprise aurait effectuées dans tout le courant de l'année 2020. Quoi vous dire d'autre? La taille de l'entreprise qui sera calculée et permettra de calculer donc l'assujettissement et la déclaration par l'entreprise. Et ce qui est important de noter, c'est que ça, c'est une modification également. L'assujettissement et la déclaration se fera par entreprise et non plus par SIRET. Oui, ça, on va y venir dans un instant, oui. mais effectivement, c'est un des changements qui est important également. Voilà, après, effectivement, il y a beaucoup de points de détail qui permettent donc de calculer, de rappeler ces modalités de déclaration, qui permettent aussi de rappeler aussi des nouvelles modalités en termes de calcul des effectifs. Donc, on a un calcul des effectifs qui est donc l'effectif moyen annuel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, qui est calqué sur la même base que le calcul des effectifs moyens annuels, donc en fonction du temps de travail des salariés et en fonction du temps de présence également. Donc, par exemple, pour un salarié qui travaille à 80% et qui a été embauché en courant d'année, par exemple, au 1er juillet 2020, donc il reste sur les 6 mois de l'année, donc il est pris en compte à moitié du temps, et comme il est à 80%, on multiplie encore par 0,8, et c'est sur cette base que sont calculés en fait l'effectif moyen annuel
qui doit rentrer dans l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et sur cette base, on applique 6% de cet effectif moyen. D'accord, sur la base du temps réel de présence. Exactement. Alors, pour les entreprises, effectivement, M. Denisio le disait, il y a peut-être l'évolution logicielle pour certaines PME, peut-être qui sera peut-être plus difficile, parce que vous en avez parlé vous-même, Karine, en disant que il faut que les logiciels soient à jour. Oui, donc, tout à fait. Oui. En fait, bon, de toute façon, le logiciel et la norme 2020 est requise pour toutes les déclarations DSN qui doivent être effectuées. Mais du fait de la déclaration des bénéficiaires, des travailleurs handicapés, il y a un bloc dans le contrat qui doit être mis à jour avec la norme 2020. Donc, si une entreprise ne voit pas ce bloc, c'est peut-être que la norme n'est pas à jour, ou donc il faut qu'elle se rapproche de son logiciel de paye pour mettre à jour cette norme. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avancer sur le troisième point. On va arriver à mi-chemin quand même. Et vous allez encore être concerné et sollicité à ce moment-là. Donc, un nouvel interlocuteur unique en matière de déclaration sociale et de cotisation sociale en tout cas, donc l'URSSAF. Donc, si la contribution a récemment été reversée à la GFIP, ce rôle revient désormais aux URSSAF et aux caisses de MSA, donc Mutualité sociale agricole, lorsque ce n'est pas l'URSSAF. Alors effectivement, pour 2020, je précise bien, il s'agit de la contribution 2020 et de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour 2020. Tout ce qui concerne 2019, avant la période du 1er janvier 2020, c'est encore à la GFIP de répondre aux entreprises. Et donc l'interlocuteur URSSAF est là pour répondre aux questions concernant les modalités de déclaration, le calcul des effectifs et les modalités de calcul de la contribution également. D'accord, très bien. Justement, on a la chance d'avoir Isabelle Darol avec nous, mais alors du coup, on a un peu mis la charrette avant les bœufs cette fois-ci. Les raisons de cette évolution, toujours, Pierre Denisio, on ne vous oublie pas? Oui, alors sur les raisons de l'évolution, c'est vraiment censé limiter le nombre d'interlocuteurs de l'entreprise pour que l'entreprise gagne en lisibilité sur son environnement. Et puis le deuxième objet, qui est sans doute le principal, c'est de marquer la différence entre le collecteur et les conseillers. Donc on aura l'URSSAF qui a désormais la charge de collecter la contribution des entreprises et la GFIP qui est là pour conseiller, accompagner l'entreprise dans le respect de ses obligations en matière d'emploi. Donc, il faut, là, je rejoindrai complètement ce qu'a dit Hervé à l'ARDES en introduction. Il faut vraiment faire attention parce que le fait que les fonds disponibles soient gérés par un collecteur qui soit dissocié du conseiller, ce n'est pas inintéressant. Par contre, ça peut être dangereux dans le sens où on n'est pas assuré que la totalité des fonds qui vont être levés seront destinés forcément à l'emploi des personnes en situation de handicap. On a déjà vu, alors là, c'est toute tendance politique confondue, donc pas de politique politicienne, mais sous le gouvernement Sarkozy, il y a eu des prélèvements sur la GFIP et le FIP-HFP, sous le gouvernement Hollande aussi, et c'est quelque chose qui continue, et ce n'est pas propre au handicap, on retrouve ça sur d'autres thématiques, où on sait qu'il existe des poches comme ça d'argent disponible et facile pour combler les trous, ou financer des nouvelles politiques et qui sont finalement détournées de leur objectif d'origine. Alors, je n'accuse pas l'URSSAF ni Mme Méniel d'avoir des velléités de détournement de fonds, mais il faut faire attention à l'utilisation politique quand on dissocie le fonds de cette manière dans sa gestion. Alors, juste pour intervenir, on fait déjà un recouvrement pour le compte de tiers et notamment pour Pôle emploi. Et donc, ce sont des recouvrements qui sont affectés non fongibles, en fait. Donc, à aujourd'hui, nos processus de recouvrement permettent vraiment d'isoler par le biais de codes types spécifiques le reversement à la GFIP. Donc, tant que le gouvernement ne permet pas de permuter les lignes budgétaires entre la GFIP et d'autres vecteurs, là pour l'instant, nous, en tout cas, on n'a pas du tout la marge de manœuvre pour le faire. Puisqu'après, ça c'est financièrement, on remonte le recouvrement qui est effectué
pour les différents attributaires auprès de notre agence centrale qui, elle, reverse aux différents attributaires. D'accord. Je voudrais juste intervenir un mot. Je pense que l'URSSAF, effectivement, n'est pas du tout mis en cause dans mon propos introductif. La seule différence qui va exister, je rejoins aussi ce que vient de dire Pierre Denisio, c'est qu'avant, on pouvait faire de la résistance. La GFIP pouvait faire de la résistance, et notamment les organisations qui composent son conseil d'administration, que ce soit les organisations patronales ou de salariés, pouvaient faire de la résistance. Et jusqu'au moment où, effectivement, l'insistance fait que, évidemment, la GFIP allait se plier. Là, en l'occurrence, il suffit simplement que l'URSSAF reçoive un ordre du gouvernement pour que, effectivement, ça puisse être opéré. Donc, c'est là la différence qui existe bien entre les deux situations. Mais sinon, effectivement, la GFIP était quelque part jugée partie avant en étant, effectivement, collecteur et acteur. En l'occurrence, ça paraît tout à fait de bon ton que ce soit maintenant fait par l'URSSAF. Encore une fois, c'est simplement une question de vigilance accrue qu'il faudra avoir, puisqu'on risque d'avoir des réveils, mais a posteriori. Là, avant, on les avait a priori. Ce qui tombe bien, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Isabelle Darol de la GFI, qui va pouvoir nous dire qu'ils n'ont pas totalement disparu du paysage, justement, et à quel moment est-ce qu'on peut faire appel à eux. Merci Lilian, bonjour à toutes et à tous. Non, effectivement, nous n'avons absolument pas disparu et nous n'avons pas l'intention non plus de disparaître dans la mesure où notre rôle, comme chacun des intervenants vient de l'indiquer, vient d'être finalement renforcé sur la partie accompagnement des entreprises dans la mise en place, alors j'allais dire d'une politique emploi et handicap si on veut utiliser un grand terme, mais aussi pour accompagner l'entreprise dans la mise en place d'actions qui ont pour objectif effectivement de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Redire peut-être aussi que cette réforme, donc on la voit sous l'aspect technique aussi, puisque il y a tous ces impacts que l'on vient de définir. L'objectif de cette réforme au départ, elle vise à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. C'est le sens, j'allais dire, un peu générique de cette politique. C'est important de le rappeler. Et c'est précisément sur ce point que les entreprises, d'une certaine manière, sont le plus attendues, puisque c'est bien le recrutement et l'insertion sous toutes ces formes qui sera et pourra aussi être valorisé dans le cadre de cette réforme. Et c'est notamment donc, sur cet aspect-là qu'on peut les accompagner. Alors la GFIP, donc effectivement, on va quitter petit à petit ce rôle de collecteur et en partie de contrôle de l'OTH, qui sera repris désormais par les URSSAF et par les caisses MSA. Pour nous, c'est ce rôle de conseil direct aux entreprises qui est renforcé et qui se décline finalement de manière, j'allais dire, assez simple, par un appui et une mise à disposition auprès des entreprises, donc de conseillers au sein de la GFIP qui vont pouvoir les informer et les orienter, qui vont aussi pouvoir les aider à analyser leurs besoins et à construire un plan d'action, voire une politique handicap, notamment en mobilisant au préalable un outil de diagnostic action qui permet justement de faire un état des lieux, un recensement, une photo d'une certaine manière de leur situation au regard de cette obligation d'emploi et qui met en évidence quelles actions au regard de leur contexte, de leurs contraintes aussi, mais aussi de leurs opportunités, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place de manière très concrète. Et j'insiste sur ce point pour mieux répondre à leurs obligations d'emploi. Ensuite, les conseillers AGFIP les accompagnent très concrètement dans la mise en œuvre de ce plan d'action. J'ai entendu tout à l'heure aussi M. Allard de l'Est dire que peut-être les petites entreprises n'avaient pas toujours les moyens. Effectivement, ça pouvait les mettre peut-être en difficulté de faire face à cette obligation d'emploi. Les conseillers AGFIP, ils ont cet objectif finalement de faciliter
travail de l'entreprise, d'aller prendre des contacts, peut-être avec le service public de l'emploi pour trouver des profils de personnes qui correspondent à leurs attentes. Voilà, de faire un petit peu ce travail de mission handicap sans bien sûr porter sur leurs prérogatives d'employeur, mais voilà, vraiment leur faciliter, les aider, les accompagner dans ces différents processus. On a aussi, on anime aussi un réseau de référents handicap au sein de la GFIP, on appelle le réseau des référents handicap, au sein duquel toute entreprise peut aussi venir échanger avec leurs pairs, trouver aussi des pratiques et des actions qui peuvent être innovantes. Voilà, on facilite aussi ces espaces d'échange de pratiques, de connaissances qui permet ensuite peut-être d'appliquer en interne telle ou telle bonne action, bonne pratique et répondre plus facilement à son obligation d'emploi. Voilà, d'une manière un peu synthétique, ce qu'on peut apporter. Oui, parce que vous avez beaucoup de choses, j'imagine. En plus, vous avez vraiment, du coup, ce rôle d'accompagnant des entreprises qui peut-être que, du coup, ne sera plus un petit peu flouté avec le côté, justement, collecteur qui pouvait y avoir un peu la peur de dire au collecteur de venir m'accompagner. Donc là, vraiment, vous êtes recentré sur l'accompagnement des entreprises réellement. Tout à fait. D'accord. Bah, écoutez, on va… Lilian, j'ai une question qui n'a pas été abordée ni par Karine Méniel ni par Isabelle Darol. C'est quid du rescrit? Qui a la main sur le rescrit maintenant? Bonne question. Merci Hervé d'avoir posé la question. Je ne sais pas si Karine a la réponse. Non, logiquement, je dirais que tout ce qui concerne notre champ de compétences, à partir de 2020, ça serait l'URSSAF, tout ce qui concerne le comptage des effectifs, etc. Mais honnêtement, je ne mettrai pas ma main coupée, donc à vérifier. Oui, mais je pense qu'il y a un oubli, je pense qu'il y a un trou dans la raquette, c'est pour ça que je pose la question, bien évidemment. J'ai un côté un peu taquin, nous ne sommes pas, par principe, le Conseil national du handicap, il n'a pas pour vocation d'être politique, il a de vocation de mettre le doigt là où effectivement il peut y avoir des absences, et je pense que le sujet du rescrit a été un tout petit peu oublié. Le rescrit, pour tout à chacun, c'est effectivement une interrogation qui est faite à un organisme et dont la réponse fait force de loi. Ça, c'est pour que chacun ait le même niveau. Je ne me trompe pas, Madame Méniel, dans ma définition simple. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. C'est justement être accessible. Alors, je n'ai pas dit bien que nos auditeurs étaient âgés de 6 ans, mais j'essaie de faire une réponse la plus large possible. Voilà. Et en l'occurrence, c'était effectivement le rescrit, pour moi, législativement parlant, est à la main pour l'instant de la GFIP. Donc, du coup, il y a peut-être effectivement un point de clarification à avoir sur cet aspect-là. Bon, on va continuer d'avancer tout de même sur une thématique qui devrait plutôt mettre d'accord. On va dire qu'on est sur une valorisation de toutes les formes d'emploi et sur, on va dire, une valorisation des bénéficiaires de l'obligation de l'emploi des travailleurs handicapés de plus de 50 ans. Donc, les stagiaires, les bénéficiaires d'une PMSMP, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Une période de mise en situation en milieu professionnel. Des fois, la version longue est plus facile à comprendre. Donc, sont désormais comptabilisés dans l'effectif des BOETH. Avant, on avait une limite de 2% de l'effectif d'assujettissement qui existait, donc elle disparaît. Et il y avait une limite aussi dans la durée de 35 heures. Il fallait avoir ses bénéficiaires pendant 35 heures minimum au sein de son entreprise pour pouvoir les valoriser. Et maintenant, on ne va pas dire qu'une heure suffit, mais on va dire une journée quand même devrait suffire. Donc, voilà. Donc, toujours pareil, on pourrait se dire pourquoi ce changement, même s'il a l'air un peu évident. Oui. Donc là, le principe, c'est d'essayer de multiplier les opportunités pour les personnes en situation de handicap d'entrer dans l'entreprise et d'être comptabilisées dans l'obligation d'emploi des entreprises. Donc, le fait de pouvoir être comptabilisé quand on est stagiaire, intérimaire, dans le cadre d'une PMSMP, voilà, ça peut être effectivement un pied à l'étrier, ce n'est pas inintéressant de l'avoir développé par rapport
à ce qui préexistait. C'est aussi pour l'entreprise l'opportunité de valoriser des initiatives qui peuvent la conduire à mieux appréhender le handicap dans l'entreprise et à acculturer l'entreprise à des collaborateurs qui ont des spécificités atypiques, inhabituelles. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Bon, sur la majoration qui est accordée dans la comptabilisation sur les plus de 50 ans, je me pose la question d'un point de vue politique, pourquoi les plus de 50 ans? Pourquoi pas aussi les jeunes? Parce qu'on sait que voilà, l'État est en train de mettre vraiment l'accent partout dans le pays, et notamment en Île-de-France, sur le plan Un jeune, une solution, sur la génération Covid sacrifiée. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un dispositif particulier pour les jeunes aussi? Bon, quand on dit dispositif particulier, ça veut dire qu'on complexifie ce qui initialement était prévu comme une simplification. Donc là, je n'ai pas la réponse. Il y a quand même une demande aussi du tissu associatif sur le fait de pouvoir majorer aussi, ou en tout cas dans la façon dont on compte les travailleurs en situation de handicap, d'avoir un paramètre d'âge, mais éventuellement aussi un paramètre de type de handicap, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui présentent un certain type de handicap où l'employabilité est un peu plus complexe. Donc, il y a cette demande, mais ce n'est pas inintéressant de réfléchir sur le sujet. Ça a peut-être été un peu oublié de la réforme. Ça mériterait que tout le monde y travaille, mais dans un esprit de ne surtout pas alourdir voilà, le dispositif et la complexité pour les entreprises. Le comment, j'imagine, et là, Karine, c'est peut-être vous qui pourrez le dire, que c'est à renseigner dans la DSN? Oui, tout à fait. Ce sont les effectifs. Alors, tous les effectifs bénéficiaires, enfin, les effectifs travailleurs handicapés sont détaillés. On vous transmettra des liens avec le webinaire. Mais effectivement, tous les stagiaires, les bénéficiaires, enfin, les mises en situation professionnelle, etc., sont à comptabiliser dans les travailleurs handicapés et dans l'effectif en fonction du temps de présence. Et sont comptabilisés dans l'effectif OETH, enfin VOETH, qui sera déclaré sur les DSN mensuels. D'accord. Donc, j'ai cru voir une question, je ne peux pas m'empêcher d'y répondre parce qu'on demande est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que ceux de plus de 50 ans qui seront pris en compte? Non, les bénéficiaires de plus de 50 ans se verront attribuer une majoration de coefficient, je ne sais pas comment dire ça plus joliment. Ils compteront, au lieu de compter pour 1, ils compteront pour 1,5, simplement. Et toutes les autres formes d'emploi seront également à valoriser. Donc, je dirais que l'impact pour les entreprises est plutôt positif à ce niveau-là, et qu'il va peut-être falloir que se créent des vrais circuits pour les parcours de stage, pour les PMSMP, pour de l'alternance, mais ça va poser la question qu'il faut que suivent les niveaux de formation également, j'imagine. Je ne serais peut-être pas aussi rapide que ça, Lilian, hein, au bénéfice des entreprises, puisqu'elles perdent le bénéfice aussi sur les temps partiels. Oui, ça, on allait y venir. Oui, donc ce qu'on prend d'un côté, on retire de l'autre. Après, il faut avoir effectivement un résultat pondéré pour chaque entreprise que ça donnera en réalité. Mais est-ce que effectivement des travailleurs handicapés et en fait quelque part et emploi partiel, enfin temps partiel, est pratiquement un pléonasme. La majorité, une bonne partie des personnes handicapées sont à temps partiel. Et là, du coup, les entreprises perdent beaucoup dans la refonte du modèle. Oui, parce que c'est ce qu'on disait précédemment, justement, qu'on était sur du temps réel. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette époque où on pouvait avoir un équivalent temps plein pour quelqu'un qui travaillait 18 heures. Ce ne sera plus possible, effectivement. Oui, je peux réagir sur ce point. Bien sûr. Par rapport à la discussion. Moi, ce qui est quand même intéressant dans cette réforme, là, on vient d'en parler, c'est la valorisation de finalement toute forme d'emploi. L'intérim, l'alternance. Ce qui est intéressant, c'est la variété finalement. C'est-à-dire que pour une entreprise, si je me place à la place d'une entreprise, c'est que je peux aussi saisir l'opportunité à un instant T de connaître une personne en situation de handicap au travers d'un stage, au travers d'un contrat en intérim, et ensuite me dire finalement cette personne, certes elle a peut-être un handicap,
peut-être qu'il y a une adaptation à faire à son poste, mais pour ça, il y a la GFIP, donc pas de souci, elle peut être accompagnée sur ce point. Et ensuite, finalement, elle a des compétences, c'est pas si compliqué que ça. Je l'ai découverte très concrètement dans un cadre de travail, sans prendre peut-être un risque, entre guillemets, au départ, en la prenant en stage ou en intérim, faire un test, comme pour toute autre personne d'ailleurs, hein, je tiens à le dire, et finalement pouvoir l'intégrer à terme. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce que disait Pierre à l'instant, ça ouvre le champ des possibles. Et sur ce point, c'est un point, à mon sens, positif de cette réforme, c'est que ça permet vraiment de diversifier le sourcing et puis de s'appuyer aussi sur d'autres, des dispositifs dits de droit commun qui permettent au final d'intégrer une personne en situation de handicap. Et sur la question des plus de 50 aussi, je voulais apporter un petit éclairage. Alors on sait aussi, comme vous le savez tous, la population au travail vieillit. Il y a aussi une question, j'allais dire, d'apparition de handicap dans le temps, tout au long de sa carrière. Donc, je pense que ça prend cette caractéristique-là en compte. Et ensuite, ça permet aussi d'inciter les entreprises à garder leurs compétences finalement au-delà de 50 ans. On sait que les seniors peuvent être assez impactés par des situations de chômage. Des seniors en situation de handicap peut-être encore plus, ça rajoute une difficulté. Et voilà, ce sujet des plus de 50 ans, je pense qu'il a ce sens-là et il est quand même intéressant à regarder pour les entreprises parce qu'on sait aussi que les compétences, elles ont besoin à un moment d'être transmises vers des salariés plus jeunes et garder une compétence avec un profil peut-être de personnes en situation de handicap, ça permet de répondre à différentes contraintes pour l'entreprise. Effectivement, donc de toutes les façons, ce sera un point de toutes les façons sur lequel devront se pencher les entreprises pour réussir à répondre à leurs nouvelles obligations, parce que c'est l'un, je ne vais pas dire des rares, mais c'est l'un des rares leviers, si, quand même, qui leur est laissé pour y répondre directement. Donc, puisqu'on avait commencé sur les sujets grincement de dents, on va continuer. Ça avait été abordé un peu de façon partielle par Karine Méniel. Donc, le passage à l'entreprise comme niveau d'assujettissement. Donc ça, il y a eu quelques grincements de dents et je pense quelques plombages qui ont sauté au niveau de chef d'entreprise. Mais on a déjà discuté du sujet avec Isabelle Darol, qui n'est pas forcément tout à fait d'accord non plus. Donc, auparavant, la déclaration d'obligation d'emploi a été appréciée au niveau de l'établissement autonome, on va dire au niveau du SIRET, c'est ce que nous disait Karine tout à l'heure. Et dorénavant, ce sera au niveau de l'entreprise, donc au niveau du SIREN. Alors, on va y aller pour pourquoi ce changement, courageusement. Oh, non, vous allez voir, sur ce coup-là, je ne vais pas être très courageux. Pour vous expliquer l'esprit, c'est une mise en cohérence de l'échelle avec le niveau retenu pour les autres contributions sociales et avec le niveau de politique RH. Donc, voilà, c'est le but finalement d'harmoniser autant que possible la politique RHH, ressources humaines et handicap, dans l'ensemble des établissements au sein d'une même entreprise. Alors là où je vais être pas du tout courageux, c'est que moi, je ne vois absolument pas si ça va être une mesure facilitatrice ou pas. Et je ne sais pas si ce qu'elle promet va vraiment advenir. Donc là, c'est la mesure, le 7e point capital. Oui, j'ai bien vu que vous aviez appelé les points capitaux comme les péchés capitaux. Celui-là, j'ai vraiment pas d'avis. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Bien sûr qu'il va y avoir un impact pour certaines entreprises. Moi, je sais que dans nos rencontres et dans les accompagnements qu'on réalise auprès des entreprises, quelquefois on voit, je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple qui est assez simple. Hier, j'étais une entreprise, j'avais un siège social et un établissement siège social et un établissement site de production.
voilà, je faisais 2 déclarations distinctes et finalement, côté site de production, j'avais 8% de taux d'emploi et vraiment siège social, comme j'avais, on va dire, des effectifs plutôt en fonction support, voilà, peut-être un engagement moins concret sur le sujet, j'avais que 2% dans mon obligation d'emploi. Ben, finalement, le rapprochement de mes 2 établissements va faire que je vais finalement peut-être mieux répondre à cette obligation d'emploi que je ne le faisais, notamment côté siège social. Voilà. Alors, il y aura peut-être des situations inverses aussi, mais ce qu'on sait également, c'est que dans les entreprises, et ça je voulais aussi le souligner, une entreprise, je prends un autre exemple, qui aurait aujourd'hui, avant la réforme, 10 établissements de moins de 20 n'avaient pas de contribution. Demain, les 10 établissements de moins de 20, ça fait 10 fois 20, potentiellement une entreprise à 200 salariés, avec donc une obligation d'emploi. Pour autant, ce que l'on sait aussi, et c'est l'intérêt aussi de cette réforme, c'est que dans les établissements de moins de 20, dans les entreprises de moins de 20 salariés, finalement, il y a souvent dans les effectifs des personnes en situation de handicap, sans qu'il y ait jusqu'à présent cette obligation à la fois à déclarer ou à payer une contribution à la GFIP. Et au final, ce qu'on constate dans les plus petites entreprises, c'est que le recrutement de personnes handicapées, quelquefois, se fait finalement plus naturellement, j'allais dire, que dans une entreprise plus grande, ne serait-ce que parce qu'elle fonctionne avec son réseau, avec de la proximité, soit par son réseau, soit par son territoire, et que c'est dans ce cadre-là aussi qu'elle est amenée à rencontrer diverses personnes et que les questions d'obligation ne se posent pas forcément et c'est les compétences qui sont d'abord regardées. Je prends un dernier exemple. Chez les Cap Emploi, en fait, 30% des recrutements se font dans les TPE. Donc voilà, on voit bien que malgré tout, même si ces entreprises-là n'avaient pas d'obligation, elles, depuis longtemps et toujours aujourd'hui, elles embauchent aussi des personnes en situation de handicap et finalement, cette obligation ne sera peut-être pas finalement si douloureuse pour elles. Ça rejoint ce que je disais en introduction. Le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas dissocié l'obligation d'emploi et la contribution. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, il va y avoir un réveil brutal pour certaines entreprises qui, bien évidemment, par rapport à la situation d'avant, vont se retrouver avec l'ensemble de leurs effectifs, quel que soit, bien évidemment, parce qu'il y a une consolidation des établissements, alors que vous avez des branches professionnelles qui discutent et négocient. Et là, le dialogue social, on ne l'a pas du tout ouvert, ce qui est une erreur à mon avis. On aurait dû permettre au dialogue social de s'installer et de définir, le cas échéant, dans un certain nombre de configurations, et je pense que ça dépendra bien sûr des branches, laisser le dialogue social permet de définir quelle devrait être l'obligation d'emploi, ou donner une certaine forme de latitude à ce sujet. Parce qu'en fait, on va se retrouver avec une situation tout à fait d'inéquité, ça, il n'y a pas de doute, voire même discriminante, où on va avoir des branches qui elles-mêmes, d'ailleurs on l'a vu dans la réforme, hein, les exemptions n'ont pas du tout été adressées, hein, enfin, il y a eu une pseudo-discussion qui permettrait de revoir éventuellement les ECAP, et en fait, in fine, ça n'a pas bougé. Donc vous avez un certain nombre d'activités dont sont exonérés de l'assiette certains métiers. Et en l'occurrence, effectivement, quand on consolide, on peut très bien considérer par exemple que dans les chaînes de magasins, je prends cet exemple-là, vous avez des petits établissements de 4, 5, 6 personnes, voire moins de 10 très souvent, et moins de 20 à coup sûr, vont se retrouver consolidés, alors que la capacité ou la possibilité de pouvoir intégrer effectivement des personnes handicapées sera peut-être plus prégnante. Et là, je ne suis pas expert, même si on peut dire, vous êtes président du Conseil national du handicap, donc vous devriez l'être. Non, on n'est pas expert de tous les sujets sur le sujet du handicap. Et il faut laisser la main un peu, à mon avis, aux entreprises, aux partenaires sociaux, pour que le dialogue social s'instaure aussi sur ces aspects-là. Et d'ailleurs, le cas échéant, sur certaines exemptions qui existent aujourd'hui, il y a certainement matière à revoir, parce que ce sont des exemptions qui datent évidemment d'un certain nombre d'années, sur un contexte qui était propre à cette époque-là et qui aujourd'hui peuvent effectivement quand même malgré tout être réinterrogés. Donc je pense que le vrai sujet, c'est qu'on n'a pas, encore une fois, distingué l'obligation d'emploi de la contribution.
Voilà. Que tout le monde contribue, ça paraît être de bon sens, encore une fois, hein, chacun peut être confronté au handicap demain. Par contre, l'obligation d'emploi doit bien évidemment, sur un plan du droit et des dispositions législatives, être bien évidemment encadrée, mais laisser une possibilité certainement aux entreprises de pouvoir discuter avec leurs partenaires sociaux pour savoir quel est effectivement le bon niveau que l'on doit atteindre, et avec des objectifs qui sont partagés, avec des accords qui sont signés. Et il n'y a rien de mieux que les accords, on le voit bien. D'ailleurs, Madame Cluzel le redit, puisque, et c'est pour ça qu'on s'interroge d'ailleurs sur la suppression des accords d'entreprise, puisque effectivement, celles qui ont des accords atteignent plus facilement les 6%. Fermez la parenthèse. Voilà. Mais transition toute trouvée, c'est notre prochain point. Justement, les accords agréés. Avant ça, on va quand même dire comment cela est mis en place. Donc, contrairement aux antibiotiques, ça va être automatique hein, à partir du 1er janvier 2020. Pour les entreprises qui auront des augmentations relativement drastiques ou pas, pour celles qui auront des augmentations, en tout cas, il y aura des taux d'écrêtement qui ont été décidés. Je ne vais pas vous les détailler ici parce que ça pourrait être lourd et non avenu, mais on vous les transférera avec les réponses au webinaire. Donc, ça apparaîtra dans cette partie-là où, en fait, vous allez avoir jusqu'à 2025 des écrêtements et des possibilités d'avoir des déductions. Puisqu'on parlait justement maintenant des accords agréés, c'est assez simple, c'est la partie finalement où il y avait le moins à dire. Les accords agréés sont désormais limités, donc il y a la modification de la durée des accords agréés. Donc les accords agréés, c'est vrai que je vais revenir sur ce que je disais moi-même au départ. Qu'est-ce qu'un accord agréé? C'est lorsqu'une entreprise, une branche, un groupe décide de prendre en main sa politique handicap elle-même et de gérer elle-même la contribution qu'elle verserait à la GFIP. On peut dire ça de façon très simple? On peut dire ça de façon très simple. Oui, oui, oui. D'accord. Donc dorénavant, ces accords pouvaient être renouvelés de façon, on va dire, quasi illimitée presque. Et dorénavant, donc, les accords agréés sont limités à 3 ans, renouvelables une fois, donc maximum 6 ans à compter de 2020. Donc voilà, donc, sur cette thématique, on va avoir le témoignage justement de Catherine Petrovich de Siemens qui va arriver. On va suivre le déroulé comme on l'a fait pour les autres points. Mais alors, du coup, Pierre Denisio, est-ce que j'ose encore pour celle-là? Ah oui, là, vous pouvez. Le principe de cette modification, c'est de mobiliser très vite l'entreprise hein, pour qu'elle mette en œuvre un plan d'action dans le cadre d'un accord agréé. Donc, le principe, c'est de contraindre l'entreprise à ne pas compter sur plusieurs accords agréés pour atteindre des objectifs qui lui sont fixés. Donc, le principe de la loi, c'est de poser une finitude temporelle à ce qu'un accord, à ce que les objectifs d'un accord ne soient pas repoussés. Ça, c'est l'esprit de la loi. Maintenant, moi, ce que j'en pense, c'est que la première chose, c'est je ne voudrais pas que la limitation du nombre d'accords agréés, ce soit une façon de faire des économies, bien évidemment. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il y a des secteurs d'activité tout particulièrement qui ont besoin de temps parce qu'ils n'ont pas l'historique, ils n'ont pas le même historique que d'autres secteurs d'activité en matière d'emploi de personnes handicapées. Et donc, il y a besoin de temps pour qu'une branche, un secteur ou même une entreprise puisse développer une politique particulière et efficiente en la matière. Et puis, tout simplement, si d'une certaine façon, puisqu'on l'a mis dans les premiers points capitaux, il va y avoir des objectifs qui vont évoluer avec le temps, tous les 5 ans notamment, ça veut dire qu'une entreprise, elle devra vraisemblablement soit changer de stratégie globale en matière de ressources humaines et handicap, soit avoir à faire de nouveaux investissements, de nouveaux plans de formation pour son personnel ou d'accompagnement pour ses collaborateurs RQTH. Donc, voilà, c'est un peu pour le coup contradictoire avec le fait de fixer, d'avoir des objectifs mouvants, mais d'avoir un nombre d'accords agréés fini dans le temps. Ça, je trouve que c'est une contradiction. Et puis moi, je me place aussi en tant qu'employeur, parce que figurez-vous que les collectivités locales sont des employeurs. Je pense à la mairie de Boulogne, c'est 1800 agents. Je pense au conseil régional d'Île-de-France, c'est 12 000 agents en Île-de-France, avec beaucoup d'agents dans les lycées, beaucoup de problématiques
de handicap qui surviennent pendant la carrière, hein, quand on est agent de service dans les lycées. On a besoin d'être accompagné par des accords réguliers, renouvelés, où on peut revoir la stratégie avec notre collecteur à nous, avec le FIPHFP. Mais c'est la même chose pour les entreprises. Et là, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens quand on limite de cette façon les accords possibles. D'accord. Et pour le coup, c'est vrai que nous, on a invité Catherine Petrovic, justement, qui a une entreprise qui est sous accord depuis un certain temps. Peut-être que vous aussi, vous pouvez apporter un petit peu l'idée de l'impact que ça a déjà et que ça aura pour vous, selon ce que vous en pensez. Oui. Je vais juste répondre à comment cela sera mis en place. De toutes les façons, c'est en route et depuis le 1er janvier 2020, tout accord ne pourra plus être renouvelé qu'une fois dans une limite de 3 ans. C'était un peu la thématique. Avant que Catherine intervienne, je voudrais quand même dire un point sur cet aspect-là. Limitation des accords, hein, sur 6 ans, j'en ai parlé dans mon propos introductif, c'est une méconnaissance totale de la réalité. Et ce que va nous présenter justement Catherine ne sera plus possible demain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où… Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'innovation a été concentrée par les entreprises qui avaient des accords agréés. Et cette innovation-là qui va être présentée, qui a été menée par Siemens, donc avec Jean-Rémy Touze et puis Catherine Petrovic, n'aura certainement beaucoup moins de possibilités de pouvoir exister dans l'avenir. Donc je pense qu'il y a une double incohérence, c'est une méconnaissance totale, c'est clair, puisqu'en fait le sujet du handicap dans les grandes entreprises doit nécessairement avoir des effectifs dédiés, c'est clair. Ensuite, il faut maintenir, il y a un vrai travail de fond, et derrière ça, on a effectivement toute la partie innovation qui a montré, qui existe et qui aujourd'hui, si beaucoup de dispositifs existent, c'est grâce justement à l'initiative des entreprises sous accord agréé qui ont permis leur émergence. Et ça, demain, ça sera très clairement compromis. Pour commencer, les actions de Siemens France en matière d'inclusion et notamment la politique handicap, au même titre que notre programme et la qualité des chances ou égalité professionnelle, nous permet véritablement d'être attractifs et plus performants. Donc ça, c'est aussi une chose à noter, parce qu'on parle d'accord, mais on doit aussi parler d'attractivité en matière d'inclusion. Et ça, les entreprises commencent à le comprendre. Et donc, du coup, il faut un petit peu mixer les deux approches, l'approche accord et l'approche plus globalement RSE. Alors, pour revenir sur les accords agréés, effectivement, on peut le dire, hein, ils nous ont permis de donner une cohérence, de la visibilité à notre politique inclusion. Ils nous engagent, ils nous obligent, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'objectifs et de résultats. Et ils favorisent également, au travers d'actions transverses de mobilisation, l'implication des acteurs, à la fois internes, externes. Et puis, on ne doit pas oublier également le top management et les partenaires sociaux qui suivent activement nos actions et nos résultats. Alors, nous, on est sous accord depuis 2006. Alors, on a quand même une certaine maturité sur les politiques inclusives. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, nos actions, je ne pense pas qu'elles seront stoppées net du seul fait de l'arrêt de renouvellement des accords, mais nous allons bien évidemment continuer à maintenir nos actions dans le cadre plus général de notre politique RSE. Et c'est avec ça que je fais le lien sur l'attractivité et la performance de l'entreprise. Et en revanche, eh bien, il va falloir qu'on se réadapte, qu'on optimise nos programmes avec de nouveaux acteurs internes et externes. Et peut-être pour nous, Mission Handicap, aller au plus près du terrain, aller chercher, je dirais, des budgets dans les divisions, dans les départements. Donc, ça va être un travail véritablement différent. Voilà, donc après, il faudra imaginer de nouvelles façons de travailler, mais voilà, je ne pense pas que ce soit impossible, mais ce sera un nouveau challenge en tout cas. Alors, pour revenir à nos politiques de handicap actuelles, alors, ces accords, ils ont créé des conditions véritablement d'avoir un moteur dans notre entreprise pour structurer notre politique handicap, l'adapter à nos activités très activement, de façon innovante. Et c'est vraiment un facteur de progrès social et je dirais, de mieux vivre ensemble. Alors, nous avons donc nos accords. Nos enjeux dans les accords, principalement, c'est le recrutement, la formation, la compensation du handicap pour une meilleure équité, la préservation de la santé de tous, notamment des collaborateurs que nous avons chez nous, qui vieillissent, qui ont des pathologies qui se développent, etc. La sensibilisation également avec le déploiement de 40 relais handicap, je vous en parlerai. Le développement des achats, des partenariats aussi avec le secteur protégé adapté. Donc ça, c'est un gros travail qu'on mène depuis maintenant quelques années avec nos services achats.
Et puis, l'innovation. Alors, l'innovation, je vais vous parler du centre Être et Handicap qui se trouve à Saint-Denis. Et nous avons également un autre centre avec une équipe du secteur protégé adapté qui se trouve à Agno. Alors, nos relais handicap, comme je vous disais, ils sont très importants pour nous parce qu'ils sont en région et c'est eux qui font vivre nos actions au plus près du terrain. Il y en a environ une quarantaine sur 40 sites différents et c'est vraiment eux qui nous ont permis d'ancrer nos actions et nos engagements au plus près du terrain. Et puis, nous avons des actions inclusives comme celle du centre Être et Handicap que nous appelons le CEH, qui est un centre de gestion administrative qui favorise la réinsertion par l'emploi des personnes en situation de handicap et plus spécifiquement handicap psychique. Alors, je vous propose de regarder un petit film que nous avons fait pour les 10 ans du CEH l'année dernière. Et je vais... Le CEH est un dispositif très innovant au sein de Siemens, puisque nous accueillons des personnes en situation de handicap psychique. Les personnes qui y travaillent sont connues pour leur sérieux et leur savoir-faire. Nous sommes très fiers d'avoir, en 10 ans d'existence, été primés à leur bon anniversaire au CEH. J'ai commencé au CEH de Siemens le 7 janvier 2019 par une période de stage de presque 2 mois. Ensuite, j'ai donc signé un contrat de mise à disposition pour donc un poste d'agent d'accueil. La journée du CEH commence entre 8h et 9h. Donc à 8h, les premiers arrivent pour la prise d'appel sur le standard et la prise de message. Et ensuite, la plupart des collaborateurs arrivent pour 9h, heure à laquelle la plupart des tâches administratives commencent. Et notre rôle ici, c'est de leur permettre de s'installer correctement, de leur donner de quoi travailler et de vérifier que leur connexion fonctionne. Au CEH, on vient adapter nos méthodes de travail et d'accompagnement. Par exemple, face à la difficulté de gestion du stress, problématiques de communication, difficulté à se concentrer, on peut mettre en place des solutions qui sont assez simples et logiques, comme créer des procédures qui sont personnalisées et bien détaillées, étaler le temps de pause tout au long de la journée. On met aussi en place surtout un cadre bienveillant de manière à ce que la personne puisse évoluer à son rythme et fournir un travail de qualité. Alors, je travaille au standard donc CEH Siemens depuis 8 mois. Mon but, évidemment, plus tard, si j'en ai l'opportunité, c'est de travailler en milieu ordinaire. Dans mes tâches, je suis aidé donc principalement par les personnes dans l'encadrement, sachant qu'on est aussi aidé par les AT qui viennent nous voir aussi pour précisément si on a des difficultés. Ce qui est important au CEH, c'est que le collaborateur se sente bien, qu'il reprenne confiance en lui. Alors il va se trouver dans un milieu bienveillant où on ne va pas le juger. Il va se trouver au sein d'une équipe qui a les mêmes difficultés que lui. Et donc, il va prendre conscience qu'il est capable de faire des choses. Le rôle aussi des encadrants va être de développer leurs compétences, leur polyvalence, pour ensuite aller vers un projet professionnel dans le milieu ordinaire. Bon, comme vous l'avez vu, donc le centre handicap, maintenant, c'est 11 ans, puisqu'on est en 2020, 11 ans d'existence, 11 ans d'une démarche innovante en matière d'inclusion. En 2009, donc c'est 2 salariés du groupe qui ont l'idée du centre Être et Handicap pour favoriser la réinsertion par l'emploi des personnes en situation de handicap psychique issues des AT. Alors l'objectif, c'est créer une passerelle entre le milieu protégé et le milieu ordinaire en veillant à sécuriser avant tout le parcours des personnes en situation de handicap. Alors depuis sa création, nous avons accueilli près de 700 collaborateurs et notre objectif est d'obtenir une expérience professionnelle que l'on va pouvoir valoriser sur le marché de l'emploi. Alors tous les jours, on accueille environ 35 personnes auxquelles nous proposons ce que je dirais maintenant à un niveau micro, une forme d'emploi de travail accompagné sur de nombreuses activités, comme vous pouvez le voir sur la liste. Alors on a de la téléphonie, on a des achats, des notes de frais, on a la médecine du travail et puis bien d'autres qui sont beaucoup moins impactantes. Tous les apprentissages que l'on propose sont basés sur les talents et les compétences de chacun que l'on va déterminer quand on les reçoit accompagnés de leur référent ESAT. Et puis, on va mener des actions de progrès que l'on va gérer de façon adaptée pour se mettre en correspondance avec les possibilités de chaque collaborateur, sa fatigabilité, sa mémorisation, etc.
Alors, nos encadrants, il y a environ 3,5 encadrants en ETP. Ils échangent de façon continue avec les équipes des ESAT. Hein. Ce sont des équipes pluridisciplinaires, des ergothérapeutes, des psychologues, des ergonomes. Et c'est un véritable suivi opérationnel et médico-social qui va être adapté aux besoins de chaque collaborateur pour justement que l'évolution qu'on leur propose soit contrôlée, maîtrisée et sécurisée. Le plus important là va être vraiment de leur redonner confiance et de leur permettre d'envisager un avenir professionnel serein par la suite. Alors, de façon opérationnelle, on travaille uniquement avec des clients internes. Tous nos collaborateurs sont formés en fonction des missions qu'ils vont avoir à faire sur différents outils qui sont utilisés par nos divisions. Donc, on n'a aucun outil spécifique CEH. La seule chose que nous faisons au CEH, c'est qu'on va réorganiser la façon dont on travaille pour qu'elle soit adaptée, l'organisation du travail soit adaptée à chaque collaborateur et à ses difficultés. Et puis, certains d'entre eux sont formés sur plusieurs missions puisqu'ils vont être polyvalents. Les missions qui nous sont confiées sont achetées par les divisions, comme toute prestation externe. Donc, il va falloir qu'on fournisse une prestation de qualité et conforme aux objectifs. Et donc, la difficulté sur certains outils, comme par exemple l'outil SAP, comme vous voyez sur la fiche, c'est qu'il demande une expertise particulière qui implique chez nous aussi des certifications avec la réussite de tests. Et donc, bien comme chaque collaborateur chez Siemens, au CEH, nos collaborateurs vont aussi devoir à la fin de leur période de formation, valider une expertise et pour montrer qu'ils savent partir et débuter en solo sur ces outils. Et puis là, avec la période sanitaire actuelle, on a été obligé de mettre en place de nombreuses formations sur les nouveaux outils collaboratifs, notamment avec Office 365. Et je pense par exemple à Teams, qui nous ont permis d'échanger à distance, puisqu'on avait des gestes barrières à respecter. Donc, on ne pouvait plus faire des formations, comme vous avez vu, coaching de proximité. Donc, le coaching de proximité, maintenant, il est fait au travers de Teams. Donc, c'est une autre façon de faire, évidemment. Voilà, donc depuis toujours, on accompagne le développement des compétences et puis même en interne, on a des ateliers d'anglais, on a des ateliers sur les outils bureautiques. On a aussi une cellule de travail depuis 2019 pour laquelle on va travailler sur des validations des acquis d'expérience, des VAE ou des RAE. Pour justement donner une certification à ces collaborateurs qui souvent n'ont pas eu de diplôme. Et ça leur permettra sans doute peut-être, on l'espère, par la suite de trouver un travail dans le milieu ordinaire classique. Donc là, pour l'instant, on a déjà réussi une RAE, donc une reconnaissance des acquis d'expérience, et on a 2 VAE en cours cette année. Et puis là, comme vous le voyez sur l'écran, chaque année, on a entre 3 et 4 collaborateurs qui trouvent un emploi pérenne ou reprennent leurs études après avoir repris confiance en eux. Alors là, rien que sur 2020, malgré la crise sanitaire, on a une personne qui est repartie pour un BTS informatique, une autre pour un CAP de bibliothécaire et une autre personne en contrat de professionnalisation. Donc voilà, on est très contents parce qu'après avoir passé quelques mois avec nous, ils se sont sentis d'attaque pour reprendre leurs études et ça, c'est extraordinaire. Alors voilà, comme vous le voyez, le CEH, c'est l'exemple d'une innovation réussie, je pense, et puis qui a été pérenne. Ça fait maintenant 11 ans qu'on travaille sur ce dispositif. Alors, c'est uniquement pour l'emploi des personnes en situation de handicap psychique, donc un handicap qui est très difficile à intégrer dans l'entreprise. Mais je pense que voilà, il est certainement possible de faire encore mieux et à plus grande échelle. Et Jean-Rémy va prendre la parole tout de suite pour vous présenter maintenant son nouveau projet, le CEH. Donc oui, je vais vous présenter rapidement le projet sur lequel on a travaillé avec Catherine notamment. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter des personnes handicapées et en même temps, dans le handicap psychique, il y a beaucoup de gens souffrant de ces pathologies qui ne trouvent pas de travail. Et donc le CEH est une expérience innovante qui a permis d'employer ces personnes. Donc l'idée qu'on s'est posée, c'est comment on peut faire profiter d'autres entreprises de cette expérience. Alors, avant de vous présenter le projet, je voudrais juste vous dire ce que c'est un petit peu rapidement la situation du handicap psychique. Donc, handicap psychique, c'est quoi? C'est de la schizophrénie, c'est de la bipolarité, c'est de la dépression sévère.
Donc, c'est des situations, des pathologies qui vraiment mettent en difficulté les gens dans les situations de travail, puisque ça peut modifier le comportement, leur perception et le jugement dans la relation qu'ils ont aux autres et globalement au monde. Alors, quelques petits points sur la situation des gens en handicap psychique. Ce sont globalement des gens qui sont 2 fois plus éloignés de l'emploi que les autres personnes RQTH. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai potentiel. Ensuite, vous le savez, c'est un handicap qui a beaucoup de freins psychologiques. Hein. On a peur, on ne connaît pas le handicap psychique, nous tous. On a souvent peur, on a des stéréotypes. On peut avoir des mauvaises expériences. Hein. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont eu un salarié qui souffrait de dépression sévère et puis un médecin du travail qui vous disait bah, il est inapte à tout poste, je n'ai pas de solution. Globalement, on s'est rendu compte, si on se compare à nos collègues nord-américains, que les problématiques de santé mentale en France ne sont pas encore très développées. Et donc, il y a encore des progrès à faire en France. Et puis, la recherche psychiatrique a pas mal avancé. L'utilisation des médicaments permet aujourd'hui à un schizophrène d'être dans un comportement quasi normal. Et enfin, la recherche psychiatrique a montré que l'emploi était contributeur au rétablissement des personnes souffrant de handicap psychique. Ça ne les guérit pas. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est schizophrène ne sera pas guéri, mais il pourra maîtriser complètement l'ensemble de ses troubles parce que notamment, il a un emploi et une expérience relationnelle, une utilité qui lui permet de totalement maîtriser les effets. Donc aujourd'hui, le milieu ordinaire et handicap psychique, c'est possible. Il y a des expériences qui sont mises en œuvre, qui sont notamment l'emploi accompagné. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est quoi? C'est un coach qui aide la personne dans le milieu ordinaire pendant toute sa période d'emploi. Donc, c'est un taux de réussite à peu près de 50%. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les autres 50%? Eh c'est l'idée un petit peu de notre projet, de bénéficier de l'expérience du CEH de Siemens pour essayer de trouver une solution d'emploi en milieu ordinaire pour ces autres 50%. Catherine? Voilà, donc le projet, c'est d'utiliser cette expérience du centre handicap, d'essayer de l'enrichir, de l'améliorer, en utilisant notamment la démarche de l'emploi accompagné, donc cette démarche de coaching du handicap, en créant un groupement d'employeurs, alors pour l'instant en Île-de-France, et qui est dédié au handicap psychique. Donc l'idée, c'est d'offrir une solution clé aux mains aux entreprises. C'est très compliqué de s'attaquer tout seul au handicap psychique. Donc là, l'idée, c'est de créer un groupement qui sera une entreprise adaptée, qui va embaucher et salarier les personnes souffrant du handicap et qui va monter un service chez vous, dans les entreprises, pour gérer un service qui sera adapté à votre entreprise. Donc financièrement, le groupement facturera sa main-d'œuvre aux entreprises et l'entreprise mettra à disposition les mètres carrés et les outils informatiques pour être sûr qu'on utilise bien les process et les outils de l'entreprise. Bien sûr, les prestations sont facturées en interne. Si vous avez plusieurs filiales, vous pouvez facturer. Donc, c'est un espèce de service partagé en interne. Alors, sur quelles tâches? C'est les slides d'après. Ce qu'on a défini, c'est sur la base de l'expérience de Siemens, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient mis en place des processus digitalisés. De nombreux processus ont fait des économies, supprimer des postes d'assistante ou des postes de fonction support, et que derrière, ça a généré du stress numérique, parce que les opérationnels, ils ont 15 000 processus à mettre en œuvre, et qu'il y en a certains qu'ils utilisent peu ou mal, et donc derrière, ça crée des dysfonctionnements importants dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est par une analyse des processus, de regarder ce qui ne fonctionne pas très bien, là où les salariés sont en souffrance, et de remettre un petit peu de ressources pour aider les salariés à mettre en place ces processus et à la fin améliorer leur qualité de vie au travail ou leur productivité. Et évidemment de mettre ces ressources sur des emplois dédiés pour ces personnes souffrant de handicap. Donc l'intérêt, c'est que ce service, il est dans votre entreprise, ce qui permet une proximité. Donc les gens connaissent bien les processus de l'entreprise. Ils connaîtront bien aussi les organigrammes et les personnes de l'entreprise.
Et puis, quand il y a un problème, vous pouvez aller voir le service puisqu'il est chez vous. C'est ça l'idée. Voilà, donc la logique globalement de ce groupement, c'est d'amener les gens sur deux axes. L'un, le milieu ordinaire, hein, donc être en contact le plus possible avec des gens ordinaires, et d'avoir aussi, de pousser les gens le plus possible vers un contrat de travail, le CDI, stable, c'est ça l'idée. Donc, on continuera à travailler avec les ESAT, notamment pour l'intégration des personnes, à prendre des stagiaires. Et l'idée, c'est de prendre les gens, une fois qu'ils sont passés une première période, de passer en CDD tremplin. Hein, donc, c'est un contrat de travail qui peut aller jusqu'à 2 ans. Et idéalement, de les amener ensuite en CDI. Voilà un petit peu le projet. Donc, si vous êtes intéressé par cette démarche, qui nécessite que vous êtes en capacité d'occuper à peu près 4 équivalents temps plein, ce qui veut dire à peu près une dizaine de personnes souffrant de handicap psychique, vous pouvez me contacter et on peut réfléchir ensemble si vous voulez rejoindre cette dynamique et cette innovation. Et merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation du CEH+, du coup, qui permet de voir le côté innovant qu'a permis de développer aussi ces accords agréés, comme quoi il en est sorti de bonnes choses. Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment. Le temps avançant et on va arriver à notre 7e point, donc c'est tant mieux. Donc on va terminer justement sur une des questions, sur une réponse à une question que j'ai vue aussi apparaître. Le 7e point, le recours à la sous-traitance, ça fait beaucoup parler. Donc le recours à la sous-traitance qui dorénavant est recentré sur la réduction de la contribution. C'est-à-dire que maintenant, le recours à la sous-traitance n'impacte plus directement le taux d'emploi de personnes handicapées, mais il y a toujours la possibilité de bénéficier, on va dire, de déduction du montant de la contribution. Pour faire simple, on ne peut plus avoir d'unité bénéficiaire en passant par la sous-traitance, mais on peut encore bénéficier de certaines déductions de la contribution. Alors, le recours de la sous-traitance, le but de ce nouveau dispositif, c'est d'avoir une vision claire du taux d'emploi dans les entreprises. Et c'est aussi, dans l'esprit de la loi, une façon d'encourager l'emploi direct. Vraiment se centrer sur l'emploi direct. À titre personnel, moi, je ne trouvais pas inintéressant le recours à la sous-traitance dans le secteur adapté ou protégé. C'était intéressant de le valoriser dans la déclaration parce que c'était une mesure, c'était en mesure de faire progresser les entreprises dans leur perception du handicap. Et puis, ça fait vivre aussi un secteur à part entière, enfin 2 secteurs, le secteur adapté qui est le secteur ordinaire, mais d'entreprises adaptées, et puis les ESAT. Là, vu les conséquences que a déjà la crise sanitaire, économique et sociale sur ces 2 types d'entreprises et la crise qu'il va y avoir, les répliques sismiques de la crise qu'on attend tous en 2021 et qui vont être sévères pour tout le monde, mais particulièrement pour ces entreprises, ça aurait été intéressant peut-être de la part du gouvernement, alors je ne sais pas, dans le plan de relance, peut-être d'assouplir un peu cette mesure, ou alors pourquoi pas de l'accumuler, c'est-à-dire de pouvoir, en mesure d'aide à ce secteur, pouvoir d'une part déduire pour les entreprises de leur contribution à leur recours aux entreprises et également de pouvoir le comptabiliser dans leurs obligations d'emploi direct, on va dire. Ça aurait été intéressant parce que vraiment le secteur va être particulièrement mis à mal. J'espère en tout cas que cette mesure ne va pas aggraver leur situation. Alors, sur le comment cela sera valorisé, on peut en parler. Alors, je peux répondre. Oui. Donc, en fait, les règles de calcul, elles ont été simplifiées. Elles restent quand même incitatives, même si on ne considère plus l'emploi direct par la sous-traitance. Et le montant en fait, il y a un montant qui peut être déduit de la contribution. Donc, une fois que la contribution brute est évaluée, par déduction, en fait, on peut déduire 30% des coûts de main-d'œuvre. Et cette déduction est plafonnée quand même en fonction du taux d'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. C'est-à-dire que si le taux d'emploi est inférieur à 3%,
Le plafond est égal à 50% de la contribution due, enfin du reste de la contribution due. Et si le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise est supérieur ou égal à 3%, le plafond de réduction, de déduction est égal à 75% de la contribution restante due. Oui, effectivement, ce que vous dites, c'est important parce que c'est vrai que le calcul n'a pas l'air évident de prime abord. J'avoue que je m'y suis repris à 3 ou 4 fois moi-même pour être sûr qu'il y avait une forme d'intérêt. Donc, OK, c'est sûr qu'au niveau de l'obligation des unités bénéficiaires à acquérir, on ne peut plus. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle il va falloir faire. Mais c'est vrai que le calcul reste intéressant en matière de déduction. Mais il faut le comprendre. Et il faut prendre le temps de le comprendre également. Donc, j'imagine que c'est vous les interlocuteurs si les entreprises veulent savoir si à peu près à quel montant elles peuvent déduire de leur cotisation. Alors en fait, sur le site URSSAF, il y a un guide OETH qui précise vraiment tout le détail du calcul des effectifs et du calcul de la contribution. Et l'entreprise de sous-traitance fournit à l'entreprise qui déclare ses travailleurs handicapés une attestation avec le détail des coûts de main-d'œuvre. Et ce sont les coûts de main-d'œuvre sur lesquels le calcul de la déduction se fait. Mais sur le guide qui est présent, qui fait 110 pages, donc avec vraiment un détail très important, vous avez différentes rubriques où vous pourrez aller voir ces éléments. Mais c'est quand même à l'entreprise de calculer cette déduction à partir de l'attestation qui est transmise par l'entreprise de sous-traitance de travailleurs handicapés. Donc, en dessous de 3%, ils peuvent déduire jusqu'à 50% de la contribution due. Et au-dessus de 3%, jusqu'à 75%. Ce qui est intéressant sur ce recours à la sous-traitance, finalement, ce qui a changé dans l'esprit de la loi aussi, enfin, ce qui a été renforcé en tout cas, c'est que là, par rapport à ce que vous venez de dire, finalement, plus l'entreprise emploie des personnes en situation de handicap, plus elle est incitée finalement à recourir à la sous-traitance. Et ce sur quoi je voulais insister pour ma part, c'est que le fait finalement de déduire les coûts de main-d'œuvre, ça engage l'entreprise finalement à avoir recours à des achats qualitatifs. Alors, quand on dit achats, donc auprès du secteur protégé, adapté, et aussi auprès des travailleurs handicapés indépendants, c'est important aussi de le souligner. C'est finalement 3 types de recours, les ESAT, les EA, plus les TIH. C'est vraiment des achats très qualitatifs qui valorisent le plus possible de la main-d'œuvre. Donc soit de l'achat de prestations intellectuelles, où là on sera vraiment sur de la main-d'œuvre directe, soit de la production. Voilà, bien réfléchir plutôt à la plus-value qu'ont cette sous-traitance, et en ce sens, ça aidera l'entreprise à répondre de manière qualitative. Merci beaucoup. Donc pour le coup, on a largement débordé, désolé mais on prendra le temps de répondre à certaines questions, même si la plupart ont déjà trouvé réponse. Donc je fais quand même passer la slide de la honte, celle qui est tellement dense qu'elle peut piquer les yeux, mais que j'assume totalement, parce qu'elle résume à peu près tout ce qu'on s'est dit. Tout en sachant que de toutes les façons, on va vous transmettre un petit peu tous ces éléments. Donc, je vais reprendre donc, sur les questions, parce qu'on va quand même y venir. Il y a des questions auxquelles on n'a peut-être pas eu de réponse. Donc, je vais recommencer dès le début. Alors, il y a des félicitations pour le CEH+, donc tant mieux, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais commencer par la fin, même si ce n'est pas bien. Les déductions de la sous-traitance passeront-elles aussi par la DSN? Alors, ça passe par la DSN et par la DSN qui sera à déclarer pour la période de mai, en fait, avec les attestations qui sont à fournir, en fait. Donc, c'est avec la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, c'est à effectuer une fois par an, mais l'entreprise doit transmettre ces attestations et le montant de la déduction. Alors, les périodes de maladie ou congé maternité ou mi-temps, invalidité étaient décomptées, notamment
non, comment se passeront les périodes de chômage partiel liées au Covid-19? Alors, on a eu la précision qu'elles n'impactent pas en fait la prise en compte des effectifs. Donc, ils sont considérés comme présents dans l'entreprise. Autre question. Alors, oui, c'était une des questions que moi, je m'étais posée tant qu'on y est. Je suis une entreprise qui a peut-être vu une tête d'épingle bloquer les rouages de la mécanique de mon entreprise sur l'année 2020. Et je n'ai jamais fait de déclaration dans le cadre de la DSN, mais je crois que vous y aviez répondu. C'est pas grave, hein, mais il est encore temps et bien sûr, il faut effectuer toutes les déclarations le plus rapidement possible, mais à minima, au moins le plus tard, ça serait la fin du premier trimestre 2021, puisque normalement, alors l'URSSAF a dû vous envoyer, ou en tout cas est en cours, est en train de faire des relances aux entreprises qui sont censées être à plus de 20 salariés et qui n'ont toujours pas effectué la déclaration des travailleurs handicapés qu'elles emploient aujourd'hui. Mais vous pouvez très bien faire le rattrapage donc, sur les DSN suivantes en fait. Donc, vous faites par un bloc changement, tout est expliqué sur le site DSN Info, mais on vous donnera les liens pour que vous puissiez identifier les blocs contrats qui sont à mettre à jour. Et bien sûr, ça peut être fait à tout moment. Vous pouvez régulariser rétroactivement ces déclarations. Une spéciale pour Isabelle Darol, apparemment. Comment peut-on s'intégrer au réseau des référents handicap? Tout simple, il suffit de nous envoyer un mail et on vous inscrit dans la liste de diffusion pour recevoir toutes les informations, la programmation de nos événements pour très prochainement pour 2021. Donc, je donne l'adresse en direct qui est un peu compliquée peut-être, mais sinon on la redonnera sur le support. C'est entreprise au pluriel, un point, après il-france@agfip.asso.fr. Elle est un peu compliquée, je l'avoue, on la redonnera. Voilà, pour toutes les entreprises de l'Île-de-France, vous l'aurez compris. Mais peu importe, on transmettra aux collègues si vous êtes sur une autre région. Alors, une autre question, donc plus précise celle-là. Précédemment, pour le calcul de l'effectif d'assujettissement, il fallait inclure les salariés extérieurs, les intérimaires, donc au prorata. Or, ces salariés ne sont pas dans la DSN de l'entreprise. Comment l'URSSAF va-t-elle déterminer cet effectif? C'est calculé, alors il y a l'effectif moyen mensuel, donc bien sûr tous ces effectifs sont déclarés chaque mois et ne sont pas pris en compte effectivement les personnes en intérim, mais ça permet de calculer en fait les effectifs que vous déclarez mensuellement sont compilés, si vous voulez, en début d'année suivante. Et l'effectif moyen annuel et l'effectif moyen annuel OETH sont calculés en fonction des éléments que vous avez déclarés dans les DSN. Donc, ces chiffres, ces effectifs moyens annuels vous seront communiqués et à partir des données que vous avez déclarées dans les différentes DSN depuis le mois de janvier 2020. Parce que là, je lisais une question justement sur les stagiaires payés sous le plafond qui n'étaient pas forcément passés en paye, donc pas dans le cadre de la DSN. Qu'ils soient rémunérés ou non, normalement, ils sont, depuis la norme 2020, ils sont à déclarer dans la DSN. Alors, ils ne seront pas pris en compte dans le décompte des effectifs, on va dire classique. Par contre, ils seront pris en compte dans le décompte des effectifs pour les bénéficiaires OETH, pour justement atteindre un peu plus facilement les 6%. Poser une question pour Siemens. On a accueilli une cinquantaine de stagiaires pour les Duo Day. Alors tout cela, évidemment, dans les conditions sanitaires actuelles, on a fait ça en digital. Donc c'était sur des demi-journées. Et on n'a pas réussi à avoir véritablement de réponse pour savoir si ce genre de stage se valorisait justement dans la DSN. Oui, normalement, on peut les déclarer dans la DSN et je vais dire avec le côté pratique de la DSN, normalement, on peut les déclarer à l'heure ou à la journée, en fait. Normalement, vous avez une case dans la DSN, dans le paramétrage de la DSN qui vous permet de déclarer le temps réel qu'a travaillé le stagiaire, en fait. Je vois qu'il y a une vraie thématique autour justement de la déclaration des stagiaires, un peu comment s'y prendre d'un point de vue pratico-pratique.
Donc, je crois que Karine, vous avez dit qu'il y aurait un lien qui serait transmis pour ça. Parce qu'a priori, les réponses, il n'y a pas eu la réponse exacte à la question attendue, d'après ce que je comprends. Mais en fait, même s'ils ne sont pas dans le système de paye, il y a la possibilité de les déclarer dans la DSN quand on fait la DOETH, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. Il y a un endroit dans le paramétrage de la DSN. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis. C'est ce qu'on appelle le bloc 40, c'est la nature du contrat. À cet endroit-là, normalement, on peut enregistrer donc la nature du contrat, le stage, en fait, la convention de stage. Alors après, je ne pourrais pas vous dire exactement le code qu'il faut rentrer, mais dans ce bloc-là, on peut rentrer la convention de stage, en fait. Donc, c'est ça, c'est une question de blocs dans lesquels on peut renseigner des informations, même pour des personnes qui ne sont pas forcément entrées dans la paye. Oui. Pour faire simple. Toujours mon principe de 6 ans. C'est ça. D'accord. Bon, bah, écoutez, très bien. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Si vous permettez, j'ai repéré une question qui nous était plus spécifiquement adressée. Allez-y, volontiers. Je la lis. Quel service et accompagnement l'AGFI peut apporter aux branches qui mettent en place une politique d'accompagnement du handicap dans le cadre d'un accord de branche? Donc, je voulais effectivement préciser que les services que nous apportons aux entreprises en termes d'accompagnement, on les apporte aussi aux branches qui souhaitent mettre en place également une politique emploi et handicap. Donc, on a effectivement, je n'ai pas tout détaillé, mais une approche sectorielle et par branche professionnelle qui est plutôt pilotée par notre direction du monde économique et social, donc au niveau de notre siège AGFIP, mais pas de souci, si la personne est intéressée, qu'elle nous adresse un message sur l'adresse que j'ai indiquée tout à l'heure. Voilà. Alors, ce que je voulais préciser aussi, parce que sur les accords, je n'ai pas pu le faire, je dirais de manière assez simpliste et triviale, c'est que, à mon sens, sur la question des accords, moi, ce que je conseille aux entreprises, c'est de ne pas brûler les cartouches tout de suite, les 2 cartouches, puisque vous avez compris, possibilité de négocier et d'agréer un accord une fois et de le renouveler. Je parle pour celles en particulier qui démarreraient peut-être. Il y a un principe, donc un dispositif d'accompagnement des entreprises, vous l'avez compris, par l'AGFIP, et la possibilité, en amont d'un accord, par exemple, de négocier un partenariat avec l'AGFIP, qui est ce qu'on appelle une convention politique emploi et handicap, qui permet d'accompagner l'entreprise par ce cadre de structuration de son démarrage de politique handicap. Comme le précisait Catherine, elle disait que l'accord, ça leur a permis de se structurer. La convention avec l'AGFIP, c'est un peu un préalable à un accord. Ça peut être aussi un accompagnement en sortie d'accord. Je le dis parce que finalement, pour les entreprises qui se disent « je n'ai plus de solution après », si, il peut y avoir cette solution aussi de partenariat et d'accompagnement de l'AGFIP, notamment par le biais d'une convention. Voilà. Il y a la question aussi de l'incitation des salariés à faire leur démarche pour la reconnaissance de leur handicap. C'est vrai que c'est une question qui est importante, que toutes les entreprises se posent. Alors, moi, je dirais quand même en préalable que c'est une démarche individuelle et qui doit être un choix pour le salarié. Bien sûr, il n'a aucune obligation à faire cette démarche, ni une fois qu'il l'a faite et qu'il a peut-être obtenu une reconnaissance de son handicap, à en faire part à son employeur. C'est quand même peut-être important de le rappeler. Pour autant, effectivement, l'entreprise peut, avoir cette démarche d'aller vers le salarié ou les salariés, non pas pour chercher les RQTH, parce qu'effectivement, c'est à mon sens pas la bonne démarche, mais peut-être mettre en évidence pour le salarié quels sont les avantages d'avoir une reconnaissance de son handicap et de pouvoir bénéficier, je prends un exemple assez simple, d'un aménagement de son poste
que ce soit organisationnel, en termes de matériel peut-être. Voilà, c'est un des avantages. Il y en a bien d'autres. Ce serait trop long de les énumérer, mais ce que je peux dire là-dessus, pour ce sujet, c'est qu'on peut aussi accompagner les entreprises à mettre en place des actions pour permettre effectivement aux salariés de mieux connaître leurs droits en la matière et les avantages éventuellement d'une reconnaissance pour améliorer aussi les conditions de leur emploi en entreprise ou plus généralement dans le cadre de leur évolution de carrière. Voilà. Oui, chez Siemens, on a nos fameux relais handicap qui nous aident beaucoup sur le terrain. Et puis, on a aussi tout l'aspect médecin du travail avec lesquels on travaille beaucoup. Et là, il y a quelques semaines, on a fait une capsule santé avec notre médecin du travail sur notre siège social qui a présenté tous les avantages de la déclaration RQTH. Et effectivement, c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut refaire pour ouvrir un petit peu voilà, les chakras de chacun. Il faut démystifier un peu le fait de se positionner en tant que personne en situation de handicap. Je crois que chez nous, alors c'est vrai que depuis 2006, on en parle, mais régulièrement, très régulièrement, et on commence, enfin nous, on n'a même plus besoin de refaire des communications régulières. Vraiment, les RQTH, les personnes se déclarent maintenant assez facilement. Elles sont au courant qu'on a un accord agréé avec des avantages particuliers, et donc on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Alors notamment en matière de télétravail, en ce moment c'est très intéressant parce que nous, on aménage à la fois le poste dans l'entreprise, mais également maintenant au domicile. Donc là, on a double aménagement en ce moment sur la plupart de nos personnes RQTH qui ont des problèmes de posture, de dos, notamment pour avoir une belle assise ou avoir un environnement de travail confortable et aménagé et qui soit compensé par rapport à leur handicap. Et donc là, nous, on fait beaucoup d'aménagements de travail à domicile après l'avoir fait dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui révèle un petit peu aussi que l'entreprise, elle accompagne les gens. Et donc voilà, tout ça, c'est porteur d'une image qui fait que finalement, les gens, ça fait boule de neige et les gens ont plus de facilité après à déclarer leur handicap. Je rajouterais, là c'est Jérémy Touze, que pour ceux qui démarrent et qui veulent inciter à la RQTH, je crois qu'il faut communiquer, il faut que la direction communique, il faut qu'elle casse un peu le tabou et elle communiquer lors des réunions, faire des petits flyers indiquant les intérêts, comme le citait la personne de la GFIP, les intérêts de la déclaration. Donc, la communication de la part du management, de la DRH, de la direction de l'entreprise, c'est vraiment ça qui fait mettre à l'aise les salariés qui se disent « Ok, bah, moi, je peux le faire, j'y verrai un avantage, je pourrai avoir des supports, des financements pour aménager mon poste. » Et puis aussi, ne pas hésiter, ça marche très bien aussi, à faire témoigner des salariés qui seraient aussi en situation de handicap dans l'entreprise et qui le font. C'est quelque chose de très fort en termes d'image interne quand les salariés témoignent. Je sais que le temps de chacun est précieux. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent à ce moment et à tous les participants d'avoir posé les questions. Donc, comme je l'ai dit, on transmettra un document qui retracera l'ensemble des questions et des réponses, et ainsi que les liens vers les différents, que ce soit l'URSSAF, la GFIP, les contacts pour le CEH+, également, donc seront dans le PDF qu'on transmettra à l'ensemble des participants. Donc voilà, je vous remercie tous. Merci. Merci à tous. Excellente soirée et bonne fête alors. Bonne fête à tous. Merci, bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.